faire de la place au changement. Maintenant, je cède la parole à April pour la reconnaissance territoriale. Merci, Elisabeth. Je vais donc faire la reconnaissance territoriale. Le CCD reconnaît les terres des peuples autochtones de ce lieu que nous appelons aujourd'hui le Canada et honore les nombreux gardiens des terres sur lesquelles ils travaillent. Thank you, April. Over to you, Heather. Merci, April. Heather, maintenant, je m'appelle Heather Walkus. C'est un honneur pour moi d'être la présidente du Conseil des Canadiens avec déficience. Merci. Bienvenue à notre webinaire de la Semaine nationale de l'accessibilité. Je crois que chaque semaine devrait être la Semaine nationale de l'accessibilité. Nous avons tous un rôle à jouer dans la création de la conscience sur le sujet. Juste en existant, nous créons cette conscience. Donc, les Canadiens apprennent durant cette semaine comment nos attitudes créent des situations de handicap pour un quart de la population du Canada. Nous acceptons nos corps et comment ils fonctionnent. On ne se sent pas inférieur, on ne se considère pas inférieur, mais on devient handicapé en raison de nos situations ou des situations autour de nous et des attitudes par rapport à nous. Alors qu'on s'efforce à mieux comprendre le mouvement de handicap, on doit clarifier que ça inclut nous tous. Nous avons tous un rôle à jouer dans celui-ci pour la création de changements et de changements d'attitude. Aujourd'hui, c'est un honneur d'amener trois personnes, trois intervenants pour avoir une discussion robuste sur le sujet de l'intersectionnalité. Donc, ça fait partie du changement des mentalités. C'est pas juste les rampes, les lecteurs d'écran et comment se déplacer en société, mais c'est aussi comment on travaille les uns avec les autres sur un niveau humain. Par exemple, avec les reconnaissances territoriales, on en fait tous un, mais qu'est-ce qu'on fait après la réunion ou durant la réunion? Est-ce qu'on est le meilleur de nous-mêmes? Est-ce qu'on se traite avec dignité? Est-ce qu'on lance nos poubelles n'importe où? Est-ce qu'on pense à la guérison de la terre-mère? On pense à cette guérison que tous faisons et on pense aux divisions dans les sociétés. Donc, l'intersectionnalité est une discussion très importante, un processus important sur comment on travaille les uns avec les autres, avec dignité, respect, solidarité et en tant qu'alliés. Donc, aujourd'hui, j'aimerais demander à nos trois intervenants sur le panel de se présenter en commençant avec Elliot, ensuite Lisa et ensuite Ben. Donc, Elliot, merci Heather. Bonjour tout le monde. J'allais dire bon matin, mais c'est pas le cas parce qu'il y a des personnes de partout dans le pays. Pour moi, ici en Alberta, c'est le matin encore. Mes pronoms sont il et mon emploi le jour, c'est coordonnateur de service chez End of the Rainbow. Nous soutenons les populations LGBTQ et des nouveaux arrivants. J'ai des animaux ici, je suis désolée si vous les entendez. J'espère qu'ils vont rester silencieux. Je suis aussi le membre du conseil d'administration de CCD représentant la communauté LGBTQ+. Merci Lisa au Nunavut. Donc, Lisa Spencer, je suis une personne à genre neurodivergente en situation de handicap. Ma tête est rasée, j'ai des lunettes, j'ai une chemise carottée rouge et un T-shirt vert. Derrière moi, il y a un background de
de lumineux et nous sommes au Nunavut. Je travaille pour un organisme. Ici, je suis blanche, mais j'ai aussi d'autres identités qui m'amènent à cette conversation pour partager. Nous voulons partager des apprentissages sur un scan environnemental que nous avons fait dans 21 communautés du territoire sur la question d'accessibilité et de handicap au Nunavut. Merci, Lisa. Je demande à Ben de se présenter maintenant et ensuite, je vais demander à Alain de partager le premier sondage. Super, merci Heather. C'est un plaisir d'être ici avec vous, Lisa, Elliot, sur ce panel. Je m'appelle Bernard Ekwako. Tout le monde m'appelle Ben. Je suis un homme noir. Chaque fois, je dois décrire ma chemise parce que je ne sais pas la couleur. Je vais juste dire c'est une belle chemise. C'est tout. Il y a un mur blanc derrière moi, je crois. Donc, c'est un plaisir d'être ici, de parler d'intersectionnalité. Je travaille avec CCD en tant que membre et aussi NIB comme leader du programme sur la sensibilisation et le plaidoyer. On se concentre sur la diversité et l'inclusion, mais prononçons il, he, him. Et j'ai bien hâte de participer à la conversation d'aujourd'hui. Merci, Ben. Donc, je vais demander qu'on lance la première question de sondage. Donc, il y en a une au début et une à la fin pour donner une idée de si on a bien fait ce qu'on avait à faire et quelles sont vos idées sur la question. Donc, voici le sondage. Les participants, si vous pouvez sélectionner une réponse, j'apprécierais. Donc, pour le français, c'est sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout et 10 étant très grande connaissance. Quel est votre niveau de connaissance de l'intersectionnalité? How are we doing, Alan, with our... Alors, Alan, comment ça va pour les réponses? Est-ce que on a 21 personnes sur 36? Je crois qu'Hélène vient de me dire. On va vous donner un autre 30 à 45 secondes. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre. Okay, we can cut the... OK. Alors, on peut enlever le sondage de l'écran. Non, merci, Alan. Donc, Alan, pouvez-vous... To start the video that we have. Commencer la vidéo que nous allons présenter une fois que le résultat du sondage soit disparu parce qu'il il revient tout le temps. Donc, c'est écrit partager les résultats. Yeah, Ouais. now it's saying starting again. Donc, c'est écrit que ça Is recommence. anyone Ah. else having it come up? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le voient à l'écran aussi? Même chose pour moi. Now, or is it still there? Okay, it's Il est gone from... encore là. I pressed... Donc, c'est parti pour moi. J'ai écrit delete, supprimer. Ah non, le voilà, il est réapparu. National Accessibility Awareness Week. We have some Semaine accessibility. nationale de l'accessibilité.
Donc, la technologie fait comme elle veut, donc je ne le vois plus. Alors, je crois que nous sommes prêts, Alan, si ça ne vous dérange pas, de commencer la vidéo. Can people see? Est-ce que les gens peuvent voir? Quelque chose est apparu, donc je crois que c'est prêt. Oh, donnez-moi un instant, j'ai oublié de partager mon audio. Ah oui, ça c'est important. In between two sets of red and black lines, the title Intersectionality appears. Graphics dissolve to head and shoulders shot Sur of un friends. écran blanc, une ligne verticale noire apparaît au centre. Derrière la ligne, un logo noir et blanc. Même si l'intersectionnalité existe depuis de nombreuses années, ce n'est que récemment qu'il a été repris par les mouvements de défense des droits civils. Que signifie ce terme pour les personnes sourdes et les personnes handicapées? L'écran se dissout et les lettres blanches apparaissent l'une à une, posant les questions. Qu'est-ce que l'intersectionnalité? L'intersectionnalité, c'est une façon de comprendre comment plusieurs identités marginalisées, comme le handicap, le genre, la race, l'appartenance à des communautés autochtones, l'orientation sexuelle, l'âge, la classe sociale, coexistent. On voit l'image de Ben de la tête aux épaules. Bonjour à tous, je m'appelle Ben. Je suis un homme noir dont les parents sont nés au Ghana, en Afrique de l'Ouest, et je vis avec une vue partielle due à une rétinite pigmentaire. Quant à moi, mon nom est Skittles. Je suis une personne de couleur, comme 1,3 milliard de personnes. Et je m'identifie comme une personne de couleur, comme une femme de couleur, parce que j'ai fait mon coming out en tant que trans il y a une dizaine d'années. Maintenant, on voit quelle est. Je suis une femme autochtone avec un handicap intellectuel et je suis également une mère. On voit un plan du buste maintenant de Janelle qui utilise le langage des signes. Les intersections sont des carrefours que l'on voit et lorsque les situations se présentent, on peut choisir de se positionner d'un côté ou de l'autre. Alors que ce n'est pas possible quand il y a autant d'intersectionnalité et on peut imaginer, par exemple, avec un fruit ou un légume qui se présente avec différentes couches, composé de différentes couches. Alors, en tant qu'être humain, on est des individus qui sont complexes, on vit des vies différentes, on a des expériences différentes. Et lorsqu'on comprend ces défis, ces oppressions externes et internes, on adopte des perspectives différentes, en fait. Maintenant, c'est Fran qui apparaît. Je suis une personne qui s'identifie comme une femme cisgenre, plus âgée, à la peau blanche et qui fait partie de la communauté LGBT. Mais je suis également quelqu'un qui vit avec différents handicaps. J'utilise un fauteuil roulant et je suis une personne malentendante. Mais je ne vis pas ces identités séparément. En fait, elles sont toutes là ensemble, elles se combinent pour faire de moi ce que je suis. Les différentes identités ne sont pas séparées ou distinctes. Elles sont plutôt mélangées dans différents systèmes d'oppression, comme la phobie vis-à-vis des personnes queer, le patriarcat, le capacitisme et l'agisme. On voit maintenant Eliot. Lorsque l'on utilise le terme intersectionnalité, on parle de groupes de personnes qui ont été mis de côté, qui ne sont pas inclus dans la société. On parle de personnes qui ont moins de pouvoir que d'autres, que le groupe dominant. Et donc, un élément clé de l'idée de l'intersectionnalité, c'est la marginalisation. On vit tous avec des identités qui se croisent, s'entrecroisent. Mais le problème, c'est quand les systèmes, les attitudes qui dirigent notre société discriminent vis-à-vis de ces identités. Plus une personne possède des identités marginalisées, plus son expérience, plus elle vit, cette personne-là, des différentes formes d'oppression. Skittles, de nouveau à l'écran, il y a des moments où quand je sors, je suis dans le monde,
je ne suis pas toujours confrontée à cette situation, mais de temps en temps, je me trouve face à du racisme. On voit maintenant Kelly. C'est plus difficile pour moi d'être une femme autochtone avec une déficience intellectuelle parce que d'abord, il y a un manque d'éducation en ce qui concerne les aides gouvernementales qui sont très limitées. Il y a des obstacles. Et puis, il y a un manque de compréhension au sein du gouvernement, de ceux qui travaillent au gouvernement. Manque de compréhension par rapport à ce qu'est la déficience intellectuelle, la façon dont la société dépeint aussi certaines communautés comme les communautés autochtones. Et communautés noires, c'est de nous voir comme des individus qui ont des différentes troubles et qu'on est tous comme ça. Alors, pour une mère comme moi, ça veut dire que, bon, avec des problèmes de santé mentale, on nous appose des étiquettes. On se dit, donc, on a des problèmes de santé mentale, alors on n'est pas capable de s'occuper de nos enfants. Et alors, c'est les services de protection de la jeunesse, de l'enfance qui interviennent. On voit maintenant, Fran, les personnes handicapées, les personnes sourdes sont n'importe qui dans le fond. Elles peuvent être noires, queer, autochtones ou des genres différents, orientations de genres différentes. Pourtant, tout comme le handicap n'a pas été inclus dans des mouvements de droits civiques, le mouvement de défense des droits des personnes handicapées n'a pas fait un super bon travail de reconnaissance de l'intersectionnalité jusqu'ici. Janelle est de retour. Si vous regardez de près le mouvement des personnes sourdes, il est majoritairement blanc et très actif. Mais où est-ce qu'on retrouve les membres des communautés asiatiques, noires ou autochtones? On fait souvent beaucoup de comparaisons et il faut qu'on arrête ces comparaisons et qu'on respecte la diversité, les différences. Il faut qu'on inclue tout le monde dans ces mouvements. Ben est à l'écran. Et donc, c'est très important que le mouvement des personnes handicapées diversifie aussi son champ d'action. Parce que le handicap ne fait pas de discrimination. N'importe qui peut avoir un handicap, quelle que soit sa culture, son ethnie, sa race, peu importe son orientation sexuelle, on peut se retrouver à vivre avec un handicap. C'est pourquoi c'est vraiment important que la représentation soit là, parce que certaines personnes n'ont pas accès aux services qui couvrent les différents aspects du handicap, n'ont pas accès aux ressources, simplement parce que ces personnes-là ne sont pas représentées et elles ne se sentent pas du tout prises en considération. Par exemple, pour moi, en tant qu'homme noir, c'est difficile d'admettre qu'on a un handicap parce que on nous associe à une étiquette, un stéréotype de vulnérabilité. Mais quand on commence à avoir des hommes noirs qui sont fiers de leur handicap et qui sont résilients aussi grâce à ce handicap, ça permet aussi aux gens, aux jeunes, de s'y intéresser et de faire des changements et d'être fiers aussi de leur handicap et d'atteindre le développement de leur plein potentiel. Alors, c'est important que quand on regarde ces identités croisées, c'est important qu'on puisse clairement identifier les problèmes que traverse une communauté donnée. Par exemple, lorsqu'on voit la brutalité policière, souvent, on a juste la perspective d'une personne qui n'est pas handicapée. Mais qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui vit, par exemple, avec un handicap et qui est un homme de race noire? Là, on a Janelle à l'écran qui explique qu'on doit prendre en compte la race, le genre, qui sont facilement identifiables. Il y a aussi des concepts de langue, de surdité, de handicap qui tendent à être exclus de ces conversations-là. Ben, à nouveau, en raison de mes différentes identités, j'ai presque l'impression d'être comme une anomalie. Lorsque les gens pensent à une personne qui est dans une situation de handicap, ils ne pensent pas vraiment à quelqu'un qui me ressemble, comme quelqu'un qui porte des boucles d'oreilles, qui est un petit peu musclé.
alors que j'adore mes identités. Et Janelle, maintenant, on doit travailler ensemble, on doit prendre le temps, être conscient, travailler pour atteindre ces objectifs et continuer à diffuser ces messages. Et une fois qu'on va être capable de le faire, on va se mobiliser. Mais on doit toujours prendre en compte la diversité. Des mots apparaissent autour de l'arrêt sur l'image de Janelle. Intersectionnalité, inclusion, diversité sur un fond blanc et un générique. Merci, merci beaucoup, Alan. Merci pour nous avoir partagé le vidéo. C'est un vidéo qu'on a produit il y a 2 mois, dans ces 2 derniers mois en fait, et on est très honoré d'avoir parmi nous 2 des personnes qui apparaissent dans cette vidéo. Une des choses qui m'a fait beaucoup réfléchir sur l'intersectionnalité, c'est qu'on a été confinés dans des mouvements. Donc, il y a l'aspect mouvement qui est lié à l'intersectionnalité, c'est-à-dire que, par exemple, le mouvement pour la défense des droits civils inclut finalement le mouvement pour la défense des droits des femmes, enfin, ou le mouvement LGBTQ+, finalement aussi. Donc, différents mouvements à cause de l'oppression, à cause de comment elles étaient considérées et qu'ils n'ont pas été appuyés activement par notre système à cause de la discrimination systémique et des attitudes, eh bien, tout ça, ça a mis de la pression. Alors, collectivement, ça nous a fait beaucoup de mal à tous parce que on attendait juste le tour du prochain à être touché, dans le fond, frappé. Alors, beaucoup de ces groupes ont fait émerger des voix très, très fortes et des analyses profondes par rapport à leur communauté, ce qui se passait dans leur communauté est diversifiée. Comme on le sait, pas toutes les personnes non-voyantes ne voient pas de la même façon. Et donc, c'est très important, hein, alors que l'on comprend que, qu'il y a des intersections entre nous tous, c'est important de comprendre qu'on subit des éléments comparables comme la colonisation et ça, c'est quelque chose qui nous a fait du mal à tous, qui a des conséquences graves pour nous tous. Et il y a un autre aspect à cela, et probablement bien d'autres auxquels je n'ai pas pensé, mais c'est l'aspect personnel. Qu'est-ce qui nous arrive en tant qu'individus avec ces porteurs de ces identités différentes, diversifiées? J'ai 62 ans, je suis non-voyante, j'ai d'autres identités qui ont un impact sur la façon dont je suis traitée, la façon dont je vois le monde et la façon dont j'évolue dans ce monde. Alors tout ça, ça ne peut pas être séparé. Alors, je fais partie, dans le fond, de plusieurs mouvements, pas juste un mouvement de défense des droits des personnes handicapées. Donc, beaucoup d'entre nous ont passé beaucoup de temps dans leur vie en essayant de trouver un terrain commun pour fonctionner, pour œuvrer en solidarité et pour créer des alliances entre nous sans devoir prendre parole à la place de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça le défi. Comment est-ce qu'on s'assure que tous les gens s'assoient à la table, autour de la table? Et pour moi, c'est important que les personnes s'assoient autour de la table telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'une personne non-entendante est un interprète, par exemple. Donc, si on n'a pas toutes les personnes qui sont poussées vers les marges à la table, on doit être capable de reconnaître que ces voix soient entendues et donner la chance à tout le monde, tous ceux qui sont assis autour de la table, à parler pour eux-mêmes, pas à parler à leur place. Alors, on est tous en train d'essayer de trouver des voix pour parler ensemble. Alors, on peut y aller dans l'ordre que vous voulez et vous pouvez intervenir ensuite à votre rythme. C'est vraiment une discussion qu'on voudrait écouter entre vous trois. Elliot? Alors, j'ai pris quelques notes
quelques jalons alors que j'écoutais le vidéo. Alors, j'improvise pas complètement. Alors, une des choses qui n'a peut-être pas été mentionnée dans le vidéo, mais je voulais l'amener quand même en espérant que Lisa et Ben puissent avoir des réflexions ajoutées aussi là-dessus, c'est que je crois que c'est facile de tomber dans l'idée que l'intersectionnalité, c'est figé, c'est très figé. Et Que c'est un outil qui... J'ai perdu mon fil de pensée un peu, mais que ce qui n'est pas fixe, je voulais mentionner. Donc, surtout pour les personnes avec des handicaps invisibles, des personnes comme moi qui vivent avec des défis de santé mentale et qui sont neurodivergents, les façons que le handicap se manifeste dans ma vie ne sont pas fixes. Ça peut être très fluide. Donc, les parties de mes intersections qui se manifestent sont soit des défis ou des opportunités. Je préfère penser aux aspects de l'intersectionnalité comme des défis et des opportunités parce que c'est ça qui fait que c'est pas fixe. Donc, dépendamment d'où j'en suis dans ma vie, ça peut affecter mon quotidien de différentes façons. Par exemple, mes études, j'ai été très privilégiée de pouvoir faire des études de très haut niveau, mais en relation à mon autisme en particulier, ça peut être tout un défi parce que je ne suis pas éligible pour beaucoup de soutien et d'accès à des professionnels de santé mentale et de ces évaluations, ce genre de choses. Donc, quand on pense à comment nos intersections nous affectent au quotidien, ce n'est pas de dire ça, ça fait partie de mon identité et c'est toujours manifesté de cette façon. Ça peut être très différent et ça peut être tout un défi de naviguer ça, de ne pas savoir comment ça va se manifester à tout moment. Donc, et certaines fois, ça peut être invisible complètement et les personnes bon, à l'extérieur peuvent avoir des attentes différentes par rapport à ce que je vis à un moment donné. Donc, ça peut créer des tensions. Donc, quand je travaille, je rencontre d'autres personnes. C'est toujours bon de me rappeler qu'il se passe beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, c'est important de rencontrer les personnes où elles en sont et que je leur donne l'espace nécessaire, que je fasse pas de projection par rapport à ce que je vois visuellement, parce que c'est pas juste pour personne. Donc, j'invite Ben ou Lisa, comme ils le sentent, de répondre. Bonjour, c'est Lisa. J'adore ce que tu as dit, l'idée que c'est pas fixe l'intersectionnalité, c'est fluide. Et je crois qu'on peut attacher ça à ce que Heather a dit sur le côté personnel. Nos différentes identités peuvent créer qui nous sommes, comment on comprend le monde, nos traumatismes peuvent l'affecter, notre éducation, notre vie familiale, tout ce qui nous rend humains. Ça crée des préconceptions, des préjugés peut-être sur les autres et pas juste sur nous-mêmes. Et parfois, on réagit en utilisant ces préconceptions et ça crée des problèmes de communication. Donc, l'intersectionnalité, c'est une négociation d'identité. Donc, je présente ce que je connais, mon expérience vécue et je communique à partir de cette perspective-là et vous allez répondre par rapport d'une optique qui prend en compte vos expériences et on doit essayer de se rencontrer dans le milieu. Quand on pense à la fluidité de l'identité, le handicap en soi est fluide. Qu'on soit né avec un handicap ou qu'on en développe un plus tard avec une maladie, le vieillissement, un accident. Donc, peut-être vous avez une maladie chronique ou épisodique.
Quand on pense à la communauté LGBT, il y a beaucoup de personnes qui ont caché cette partie d'eux-mêmes parce qu'ils ont été conditionnés à ressentir de la culpabilité ou de la honte. Il y a des gens qui découvrent leur genre, leur identité sexuelle beaucoup plus tard dans la vie. Et le handicap aussi, quand on pense au mouvement neurodivergent. Et les personnes autochtones aussi, Inuits, Métis, plusieurs d'entre eux, on leur a nié accès à leur culture, leurs traditions. Donc, ils redécouvrent leurs ancêtres, leurs histoires et ce qui a fait ce qu'ils sont et ce qu'ils savent. Donc, les identités sont très fluides. Donc, l'intersectionnalité, bien sûr, sera très fluide. Et quand on parle d'intersectionnalité, d'un point de vue théorique, nous regardons, comme vous avez dit, avec les handicaps visibles, race, le genre, les choses qui sont visibles. On peut percevoir quelqu'un comme ayant une identité plus opprimée qu'une autre personne et on crée cette hiérarchie d'oppression qui a une situation pire, qui a une situation meilleure. Et on doit s'éloigner de cette dichotomie, cette idée binaire, en fait, de privilège ou d'oppression. Tout le monde est à quelque part dans le milieu. On est tout un mélange et on doit donc juste communiquer les uns avec les autres et apprendre à se connaître et nos identités et créer ces relations. Ben, allez-y. Parfait. Merci, Lisa et Elliot, d'avoir commencé cette discussion sur l'intersectionnalité, quelque chose qui n'a pas été abordé dans la vidéo, comme le thème que vous avez mentionné, l'intersectionnalité étant fluide. Je me souviens que quand la première fois que j'ai eu contact avec le terme intersectionnalité, donc une super description sur comment les personnes en situation de handicap vivent leur vie et en tant qu'homme racisé, j'ai eu une conversation sur le sujet. Quand on rentre en contact avec n'importe quelle forme d'oppression, on peut voir ça comme interchangeable, les formes d'oppression. Donc, avec mon identité d'homme noir, parfois, le handicap n'est même pas apparent. Ou ma race, on ne la met même pas sur le même niveau que le handicap. Et juste avoir cette compréhension que ce n'est pas un terme rigide. Nous sommes tous dans cet axe d'intersectionnalité. Mais parfois, une seule identité peut avoir un impact. Ça peut être une couche par-dessus d'autres identités. Ça peut avoir plusieurs couches, niveaux. Donc, oui, j'aime entendre le fait que c'est fluide et j'ai hâte d'entendre le reste de la conversation. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des commentaires sur le sujet. Donc, en pensant à tout ce que vous avez dit, ce qui me dérange, c'est par rapport à ce que Elliot a dit, il y a une attente que ça prend un niveau qu'il faudrait que les handicaps disparaissent. Ça m'est arrivé aussi, il y a une présomption qu'on atteint un certain niveau dans la société. Donc, tu atteins un certain niveau dans ta vie, donc le reste, ce n'est pas important, mais ça, c'est de l'oppression, de la discrimination systémique. On le voit tout le temps dans des gouvernements, dans les soutiens qui sont offerts, on les enlève si rapidement quand quelque chose change. C'est très systémique pour nous garder pris dans ce cycle de ne pas être acceptés comme nous sommes de façon équitable. Heather,
pour continuer ce que vous dites, donc c'est Ben qui parle, du point de vue financier, économique, peut-être qu'on gagne un certain montant d'argent, donc on ne peut pas être dans la conversation de quelqu'un qui a une situation de handicap. Avec le transport, par exemple. Ah, vous pouvez vous permettre ce que vous voulez, donc vous n'avez rien à dire. Donc, c'est le système de classe qui revient nous mordre, nous affecter. Donc, dire, ah, toi, tu es privilégié, tu peux acheter un nouveau iPhone, donc tu ne fais pas partie de nous, de notre groupe. Tu dois vraiment être dans les plus bas échelons de la société pour faire partie de la conversation. Mais en s'écoutant cette semaine, on voit ce que les gens vivent et continuent de vivre les difficultés. Donc, vous avez raison. Les classes sociales, l'économie, ça change. Ça ne va pas changer le fait que vous êtes dans un fauteuil roulant, par exemple, ou vous voulez aller à quelque part et vous n'avez pas nécessairement les moyens de vous y rendre. Peut-être avec un taxi accessible, vous pouvez vous y rendre, mais quand vous êtes arrivé, vous ne pouvez pas passer la porte. Ou les gens vous touchent la tête quand vous êtes dans un fauteuil roulant. Moi, ça m'est arrivé. Donc, à quel autre endroit voyez-vous l'intersectionnalité? Et j'ai bien aimé entendre parler de fluidité. Et Ben, c'était quoi l'autre mot? Vous avez dit? Donc, que c'est interchangeable, interchangeablement. Donc, c'est vrai, parce que comment j'étais traitée dans la vingtaine, c'est très différent de comment je le suis maintenant. Si j'avais 20 ans maintenant, j'aurais tellement plus de soutien. À l'âge de 68 ans, les gens disent, ah bon, elle est juste vieille et elle m'ignore. Ils m'ignorent, mais à certains moments dans ma vie, les choses, ont juste changé en raison de l'âge, ou si je disais quelque chose ou pas. Les gens pensaient toujours que j'allais bien jusqu'à ce que je m'exprimais dans une réunion, par exemple. Et ils ont dit, ah, wow, elle a un cerveau, elle peut penser, elle peut réfléchir. Donc, quand les gens ne disent rien, on fait des présomptions sur eux. Lisa, avez-vous des choses à ajouter sur ça? On s'en va dans cette idée d'intersectionnalité et quelles sont certaines des choses que vous avez vécues que vous voudriez partager, qui ont eu un impact sur comment vous pouvez réagir? Parce que certaines personnes ont peut-être plus de contrôle que vous pourriez avoir. OK, ici Lisa qui parle. Premièrement, je voulais mentionner que j'adore l'idée que c'est interchangeable, donc des identités interchangeables et intersectionnelles, parce que même si beaucoup d'entre nous ont plusieurs identités, on fait des décisions conscientes sur lesquelles présenter en premier ou sur lesquelles on se fie en premier. Donc, comme Elia disait, l'idée de plus être en situation de handicap quand on a un diplôme dans des espaces académiques. Donc, ce n'est pas nécessairement un choix, mais on cache un peu notre neurodivergente ou on la minimise. On minimise nos expériences universitaires, peut-être en raison de ces attentes sociétales. Parce que si on a trop d'opportunités ou pas assez pour certaines identités, votre perspective ne sera pas valorisée ou partagée. Et ça arrive partout, hein? Ce n'est pas dans seulement un seul secteur. Il y a du racisme, du capacitisme dans ces mondes. Et même chez les personnes autochtones, les personnes noires, il y a de l'hétérosexisme, il y a du sexisme. Parmi toutes les variétés de personnes. Donc, quand on entre dans un certain espace, on a une idée de qui on est dans cet espace, dans cette pièce. Donc, c'est une forme
préservation pour se protéger, pour minimiser la douleur, pour ne pas être complètement vulnérable dans un groupe. Ça me fait penser à ce que vous avez dit au début, Heather, que ces mouvements sont en silo. Les mouvements de droit civil n'incluaient pas le handicap. Et même chose avec le mouvement de handicap. Et même le modèle social n'inclut pas d'autres perspectives, spécifiquement ce qu'on a remarqué dans le Nord pour plusieurs Inuits en situation de handicap. L'idée que le handicap est vu comme une incapacité. About using the label or, Donc, il y a un stigmatisme quand on adopte l'étiquette du handicap. Donc, les gens hésitent un peu à admettre que ça fait partie d'eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme non capables. Alors, à part ça, il y a également le problème de recevoir une assistance médicale ou mentale pour le handicap et il y a la question du racisme qui s'ajoute à cela. Pour obtenir les médicaments appropriés ou qu'on utilise le bon langage pour pouvoir comprendre la situation. Alors tout ça, ça affecte les humains de façon différente au quotidien et eh bien, Thanks, Lisa. This is Elliot speaking. merci, Lisa. Il y a quelques réflexions que je partagerai. Alors, c'est important de voir aussi les points de contact entre les différentes intersections, c'est-à-dire les fois où on se rend compte qu'il faut qu'on priorise une partie ou l'autre de notre identité pour des raisons de sécurité aussi, parce que c'est important qu'on comprenne où sont nos alliés et c'est important qu'on commence à bâtir un mouvement, donc un mouvement croisé dans le fond. Et d'où l'importance d'amener des voix multiples à la table. C'est une question de confiance. Je dois avoir confiance que je n'ai pas à m'inquiéter de soulever des inquiétudes parce que les gens qui sont là vont parler de ce qui les affecte eux aussi. Donc, moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce qui m'inquiète à moi personnellement. Aussi parce que chacun est capable de parler pour soi. Et pour moi, en tant que personne trans qui travaille avec la communauté LGBTQ+, maintenant, l'autonomie du corps, par exemple, c'est quelque chose que je vois comme une opportunité pour avoir des discussions sur comment la communauté des personnes handicapées et la communauté LGBTQ+ peuvent travailler ensemble. Et je pense que c'est un bon contexte pour inviter, par exemple, les femmes, parce que parfois, il y a des approches de la part de parties un peu plus conservatrices de notre société qui limite en fait la liberté de cette autonomie du corps. Et donc, c'est important de s'allier dans le fond, plutôt que d'être en opposition. Donc, je pense qu'on a une bonne opportunité d'avancer tous ensemble, plutôt que de laisser certains d'entre nous derrière. Ben, veut intervenir. Absolument. Et Elliot, quand tu parlais d'identité multiple, et c'est comme si on a plusieurs personnes assises autour d'une table, il y a une idée, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est un petit peu cette image que j'associe à l'inclusion. Lorsque on a des individus qui apportent avec eux différents types d'identité, je vois un petit peu comme une porte. Et mettons, si je dois construire une porte, cette porte, je la fais sur mesure, à ma hauteur, à ma largeur, adaptée à mes exigences. Très bien. Mais une fois qu'on commence à inviter les gens à la table et passer par cette porte, on se rend compte qu'il faut que cette porte elle soit peut-être un petit peu plus haute, un petit peu plus large,
sa forme doit être différente peut-être. Et il va falloir qu'elle s'ouvre dans une certaine direction. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait de clé. Donc, c'est un petit peu ça l'approche à l'inclusion. Quand l'on bâtit une porte ou une route ensemble et on l'adapte, cette porte-là, et pour comprendre comment la faire, cette porte, on a besoin de l'apport de toutes les personnes qui vont la traverser. Et c'est là qu'on pourra créer cette porte parfaite où tout le monde pourra passer, où tout le monde pourra être entendu et tout le monde pourra être accepté en représentant les différents aspects de la société. C'est une très belle analogie d'Heather. Et ça nous amène à réfléchir à comment on travaille aussi ensemble et aussi au fait que l'on grandit dans une société qui est structurée en silos et où on est habitué à construire des portes qui fonctionnent juste pour nous. Mais au fur et à mesure que l'on avance, que l'on travaille sur notre bien-être collectif aussi, on comprend qu'il y a différentes façons de s'organiser, de comprendre les choses, plutôt que simplement la façon hiérarchique, centrique, qu'on a hérité de la pensée traditionnelle européenne et colonisatrice. Et ce qui est absolument critique, c'est que parce que, à cause de la façon dont la société a traité autant les personnes autochtones que les personnes noires et tout le mal qui a été causé, les connaissances traditionnelles dans beaucoup de cultures ne sont, en fait, n'ont pas de terme pour le handicap. Ça, c'est intéressant. Le handicap, c'est comme une construction sociale. C'est-à-dire la façon dont on identifie des gens comme personnes handicapées, c'est une construction sociale. Alors, on rend compte que il n'y a pas d'inclusion culturelle dans ce système. Alors, il faut que l'on comprenne que le système qui nous a opprimés nous a ancré cette idée dans l'esprit. Et les personnes qui gèrent le système autour de nous doivent pouvoir comprendre, s'arrêter et comprendre, c'est-à-dire apprendre aussi le langage que nous utilisons, par exemple un lecteur d'écran, la langue des signes, et comprendre aussi comment d'autres personnes sont capables de s'organiser, de fonctionner. Les gens approchent trop souvent ces situations de façon inappropriée. Donc, c'est important de faire un changement au sein de la perception de la société et commencer à s'organiser de façon différente et de travailler ensemble de façon différente. Ça, c'est un défi parce qu'on n'a pas de cartographie là, pour ce changement. On crée le changement au fur et à mesure que l'on avance dans ce changement. Et ça passe par des moments de frustration, de colère aussi, et beaucoup de volonté pour pouvoir avancer avec la confiance que c'est ça la voie, pour que l'on puisse demander au gouvernement, leur dire que cette façon ou la façon dont on a fait les choses jusqu'ici n'est pas correcte. C'est ça la bonne façon. C'est la nôtre. Et donc, ça, c'est critique parce qu'on ne devrait pas être les seules personnes à se battre pour l'inclusion et l'équité dans notre pays. Ça devrait être tout le monde. Ce n'est pas juste notre responsabilité. Et dans ma ville, souvent les gens me disent, on dit, vous êtes experte en accessibilité, est-ce que vous pouvez nous aider, par exemple, avec la chaise, le fauteuil, la chaise roulante de mon grand-père? Je dis, ce n'est pas à moi de le faire pour vous. Vous êtes tout à fait capable d'aborder le problème aussi. Ils me disent, ils sont surpris. Ils me disent, vraiment? J'ai dit, oui, ça fait partie de vos responsabilités comme citoyen d'inclure tout le monde. Et c'est ça le message que je lance à ceux qui me disent, c'est notre job à nous de faire ça seulement. Je suis tout à fait d'accord et
Je pensais à cette analogie. Alors, c'est Lisa qui parle là. Quand on parle de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité, ce sont des sujets au cœur des préoccupations. On tend à insister sur qui s'assoit autour de la table. Mais c'est important d'aller un petit peu plus loin et se poser la question, c'est quoi cette table, dans le fond? OK, la table, ça veut dire prise de décision. La table, c'est un symbole du colonialisme. La table, c'est le système de gouvernement ou d'éducation, le système des services à la famille, un système d'oppression, dans le fond. Parce qu'on a ce cadre idéal de comment est-ce qu'un pays devrait être géré et comment est-ce que les gens dans une société devraient prendre des décisions à cette table. Donc, comme tu disais, Heather, à la personne qui disait, vous pouvez prendre vous-même la responsabilité de travailler à l'accessibilité. C'est très vrai, ça, parce que n'importe qui peut amener des idées innovatrices pour la société, pour capaciter ou donner davantage de pouvoir, outiller tout le monde. Parce que quand les personnes sont assez privilégiées pour s'asseoir autour de cette table et faire entendre leur voix, parfois, ça devient difficile de faire avancer un agenda lorsqu'on a beaucoup de questions sur ce que l'on représente, est-ce qu'on représente assez bien, est-ce que l'on parle au nom de tout le groupe ou au nom de plusieurs groupes. Donc, on a besoin de plus de perspectives plutôt que juste, par exemple, une perspective d'une personne autochtone, d'une personne noire, d'une personne en situation de handicap. On a besoin d'encore plus. Il faut qu'on aille au-delà de cette idée de la table. Il faut qu'on pense en termes peut-être d'espace, en termes de cuisine, d'endroits où on se rencontre, on échange, on partage un café, des centres communautaires, où les jeunes s'engagent aussi, interagissent les uns avec les autres. Donc, inviter et encourager ces conversations dans ces espaces-là, pas juste à une table. Donc, peut-être on n'a pas besoin, ce n'est pas d'une table qu'on a besoin, peut-être on a besoin de créer l'espace qu'il faut pour que cela se produise. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire demain, là, à partir de cette conversation-là? C'est quoi les premiers pas que l'on pourrait faire pour avancer vers cette table qui n'en est pas une? Parce que souvent, on veut inviter des gens du gouvernement à nos tables, mais ensuite, ça fonctionne à leur façon. Donc, dans le fond, renverser un petit peu le déséquilibre de pouvoir pour être plus outillés, pour avoir davantage de pouvoir de notre côté. Oui, et je pense que ça demande toute une communauté et tous les groupes d'âge, pas juste les décideurs ou ceux qui développent des politiques. On a besoin de travailler ensemble de façon collaborative. On a besoin d'avoir davantage d'interrelations et de discussions qui sont porteuses de sens, dans le fond. Plus on se rassemble et plus on va avoir ces conversations, ces échanges, plus on va trouver des terrains communs. Et ce terrain commun, c'est ça qui va nous donner le pouvoir aussi de mobiliser un groupe pour remettre en question le groupe dominant. Je pense que vous êtes sur le bon chemin, Heather. J'essaie de l'expliquer. Elliot? Elliot qui parle. J'aime le fait que vous ayez parlé de réaction parce que je pense que beaucoup du travail on le fait en réaction à quelque chose qui est arrivé ou c'est toujours un petit peu comme une invitation peut-être pour essayer d'éviter qu'il y ait une réaction même, donc de prévenir une réaction. Alors qu'en réalité,
il faudrait que l'on pense à l'accessibilité ou à l'inclusion en termes, non pas en termes spécifiques au travail, aux rencontres ou autres, mais se dire que ça fait partie intégrante de la façon dont on vit en tant qu'humain, tous. Donc, notre espoir, c'est que l'on puisse trouver une façon d'intégrer cette façon d'être dans nos interactions les uns avec les autres et non pas se mettre en réaction, c'est-à-dire d'essayer de résoudre des problèmes quand on se rend compte qu'il y a des barrières. Donc, c'est un changement de paradigme dans le fond. Donc, pas être en réaction, je pense que c'est un élément clé. Ben? Ben? Donc, je sais pas si quelqu'un me regardait pendant qu'Eliott parlait, mais vraiment, les ménages se faisaient aller. Hein? Je pensais pas en apprendre autant aujourd'hui. Mais sans blaguer, I'm still thinking about honnêtement, je pense encore à 2 points. Premièrement, c'est par rapport au langage. Quand vous avez mentionné, Heather, le langage, je pensais à cette notion où quand on parle des identités intersectionnelles, surtout en pensant à la culture, à la race, parfois, on a besoin de quelqu'un qui doit parler le langage métaphoriquement de ce groupe avant que les gens le comprennent. Par exemple, avec la culture africaine par rapport au handicap. La traduction dans ma langue de handicap, c'est incapable. Donc, si on le traduit vers l'anglais, ce serait incapable. Donc, pour quelqu'un comme moi, avec ce que j'ai appris, ce que je sais, ce contact avec le handicap, je sens que pour moi et pour d'autres individus, où je suis sur un conseil d'administration, sur l'organisme inaudible, je n'ai pas eu le nom, désolé. Donc, on essaie de changer cette conversation, de percevoir les personnes en situation de handicap comme des personnes incapables pour ne pas perpétuer l'oppression. Donc, quand on travaille sur le plan national, on veut changer la perception du handicap. Pensez à ces petites choses subtiles. Parce que ça commence avec des petites boules de neige et ça devient de grandes boules plus lourdes. Donc, les discussions autour de la table ronde, ça a été mentionné, Lisa. Je pensais à c'est difficile d'être entendu si on ne dit pas les choses d'une certaine façon. Et je suis bien d'accord que on devrait prendre en considération les opinions des gens qui sont dans les communautés ou même quand on va au couleur d'eau au travail ou quand on mange ensemble à une table. Mais en raison de la façon que le monde est structuré, toutes les politiques qu'on doit prendre en considération, ça prend des représentants pour des groupes de personnes. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas où je m'en vais, mais ça prend quelqu'un qui a les connaissances pour avoir cette voix à la table, pour infiltrer le système. Mais ça prend aussi en même temps des gens sur le terrain. Donc, selon moi, c'est une grosse usine où chacun a ses forces et ses responsabilités. C'est un peu difficile quand on n'est pas à la table pour parler, qu'il y a tellement de politique autour de tout ça. J'aimerais vous entendre sur ça aussi. C'est Lisa?
Donc, juste pour construire sur ça, ajouter ce qu'on a découvert chez MTMS avec nos conversations avec des populations inuites, on habite partout dans le territoire. Il y a comme une déconnexion culturelle par rapport à comment le gouvernement est géré versus comment les gens vivent dans des camps avant de la relocalisation et la colonisation. Et les Inuits avaient des leaders qui prenaient soin de leur communauté, qui étaient là pour prendre des décisions et pour fournir un sentiment de sécurité. Mais maintenant, en raison de la colonisation, les structures gouvernementales, ces mêmes leaders sont des élus qui ont ce rôle de fonctionnaire. Donc, ils parlent aux gens pour prendre des décisions et ça, c'est déconnecté de la culture inuite que la communauté participe ici, alors qu'ils étaient habitués d'avoir un seul leader qui prenait les décisions. Donc, le processus de décider qui est à cette table, c'est déconnecté. Et quand on parle au langage, aux métaphores, c'est tellement puissant de trouver un point commun que tout le monde comprend. Donc, je comprends qu'à la table, il faut qu'il y ait une représentation significative pour qu'il y ait de la représentation. Avec les systèmes du gouvernement, de la façon que c'est mis en place, c'est opprimant. Donc, du capacitisme, hétérosexisme, etc., systémique. Donc, ça fait que les gens ont une certaine vision de ce qui est normal et acceptable socialement. Et on a peur sous ces présomptions et toutes les personnes qui sont bizarres, déviants, différents, etc., sont vues comme mauvais, négatifs, criminels, anormal. Donc, je pourrais dire tellement de mots différents qui ne sont plus appropriés, mais il y a des préjugés qui viennent avec tout ça. Et pour déconstruire ça et créer un système de gouvernement qui est inclusif, nous devons voir comment on peut changer le système et pas seulement essayer d'ajouter des morceaux additionnels à tout ça. Quand on pense à l'accessibilité et essayer de penser à des façons qu'on peut avoir des personnes en situation de handicap dans des espaces gouvernementaux, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que on devrait amener le gouvernement dans des espaces de personnes en situation de handicap? C'est pas si clair. Bon, c'est désordonné encore, mais c'est fluide et c'est de ça qu'on parle avec l'intersectionnalité. Où avoir ces conversations et avec qui? Et c'est pourquoi on doit s'assurer que nous sommes aussi inclusifs que possible. Mais les résultats, les discussions, la passion qui ressort de tout ça, bon, c'est sûr qu'on peut voir des gens qui ont un leadership naturel et qui peuvent travailler comme lobby au gouvernement et être sur cette table, entre guillemets. Mais il faut que ce soit une représentation équitable des communautés qui représentent. Absolument. Donc, Elliot, ici, une des choses qui ressort pour moi comme très importante, c'est qu'on doit définir la participation à la table de façon plus élargie. Chacun a des forces différentes, différentes personnalités, différents besoins de comment ils veulent parler à propos d'eux-mêmes, comment s'exprimer. Et parfois, on reste bloqué sur cette idée de ce que c'est la défense des droits, des intérêts. Et c'est peut-être pas tout le monde qui veut le faire de cette façon. Peut-être qu'ils ne consentent pas à faire partie de ça. Ils ne se sentent pas capables de le faire de cette façon en ce moment. Donc, on doit penser à comment les rôles de certaines personnes sont peut-être avec de l'expression artistique, d'autres, c'est avec
être des mentors avec des personnes qui veulent participer mais qui ne sont pas prêts. D'autres peuvent participer en comment on peut prendre soin les uns des autres en tant que collectif, communauté. Donc, il y a tellement de choses à faire de tellement de façons différentes. On peut participer de tellement de façons différentes. Et c'est trop facile de rester bloqué sur cette idée que donc il faut parler en tant que défendeur des droits aux corporations, au gouvernement, à ces structures et systèmes, et ça minimise le potentiel de ce qu'on peut amener. Merci pour ça. Je crois que maintenant, je vais ouvrir donc le plancher à tout le monde. Vous pouvez poser des questions à vous tous. Donc, préparez-vous à cette ronde de questions rapides. Donc, on a environ 60 personnes à ce webinaire, incluant nous membres. Je crois que c'est 60. Peut-être c'est 50. J'essaie d'entendre sur mon autre ordinateur avec le programme de lecteur d'écran. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires que vous voudriez faire? Donc, on parle d'intersectionnalité, d'inclusion. On aimerait donc que les gens à cette table ou ce feu, ce cercle de feu où nous sommes, que vous commentiez. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des questions pour notre panel? Vous pouvez lever votre main avec les petites réactions si vous savez comment. C'est facile de juste écouter, hein, et de réfléchir, mais maintenant, c'est votre tour. Parce que nous faisons tous partie de ce changement. Am I not hearing any? J'entends donc aucun commentaire. Heather et Jen ici. J'essayais de trouver le bouton de lever la main. Désolée, donc je vais juste participer comme ça. Donc, j'étais bouche bée quand le sujet de parler de cette table. Lisa, fantastique sujet à mentionner. Je n'y avais jamais pensé. On parle toujours de qu'on doit être invité à la table, mais on n'est jamais aux tables qui sont importantes. Mais c'est fantastique de mentionner ça. C'est quoi cette table? On doit travailler à changer ça. Et Heather, vous le dites depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de se faire inviter aux tables du gouvernement? On doit les inviter, eux, à nos tables. Et je ne sais pas comment vous allez créer ce changement, mais ça va être très important à l'avenir. Alors, je voulais juste mentionner ça. Et merci à tout le monde qui a mentionné ça. C'est un nouveau concept, vraiment, auquel je n'avais jamais pensé jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci. Merci, Janet. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler? April. Merci, Heather. Je me demande, vu que c'est la Semaine nationale de l'accessibilité, si les panélistes veulent partager leur réflexion sur comment, d'un point de vue intersectionnel pourrait changer l'accessibilité pour nous. Est-ce que vous parlez de l'accessibilité, de quelle façon, physique ou quel est votre point de vue sur l'accessibilité? Donc, l'accessibilité aux uns, aux autres. Je pensais à l'accessibilité à nos différents organismes. Heather, c'est Elliot. Est-ce que je peux essayer de répondre? Oui. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup en travaillant avec des groupes de travail. Donc, parce que le mandat, c'est toujours d'éliminer les obstacles du point de vue du handicapé. Je crois qu'il y a différentes façons que les espaces et les environnements peuvent être inaccessibles de plusieurs points de vue. Pour moi, d'être libre d'obstacles, ça ne veut rien dire comme concept.
si quand je vais dans cet espace, on n'aura pas, on va pas bien identifier mon genre, j'aurai pas accès à des salles de bain dont j'ai besoin, que je serai pas en sécurité dans un espace. Donc, sans obstacle, ça doit inclure tout ça parce que ça n'a pas de signification si je suis exclue en raison de certaines de mes intersections, même si mes besoins sensoriels sont comblés. Par exemple, Lisa ou Ben, allez-y, OK, pas de problème. Lisa, si vous voulez commencer, allez-y. Non, non, allez-y. OK. Yeah, so even sort of to piggyback on what Elliot was making mention, just Pour reprendre ce que Elliot disait, je pense que c'est vraiment ça, les questions d'accessibilité. Par exemple, l'accessibilité aux livres en braille. On peut accéder à des formats alternatifs, mais est-ce qu'il y a des livres, par exemple, qui parlent d'orientation sexuelle et donc ça, c'est juste un exemple de l'intersectionnalité, mais souvent, c'est des choses comme ça. Lorsque l'on parle d'inclusion, d'accessibilité, on finit par se sentir exclu par rapport à l'une des identités que l'on porte. Et ça, quand on pense à l'accessibilité, on tend à penser en termes d'outils à inclure pour faciliter l'accès. Mais lorsqu'on parle d'identités qui se croisent, on veut s'assurer que tout le monde ait un accès. Et donc, ça inclut les personnes en situation de handicap, les personnes racialisées, les personnes issues de communautés LGBTQ. Donc, ce n'est pas simplement avoir un objet qui nous capacite là ou qui nous aide, c'est pas juste un outil, voilà. C'est d'autres éléments, par exemple. Est-ce qu'on est inclus dans cet espace ou est-ce qu'on est exclu parce qu'on n'a pas les moyens financiers, par exemple, d'arriver à ce niveau? Ou bien est-ce qu'on est dans une situation économique qui nous permet également de dédier le temps et l'énergie pour participer, comme on disait aussi? Personne ne veut se trouver dans cette position-là. Et quand on pense à l'histoire des différents mouvements pour la défense des droits des personnes en situation de handicap, c'était essentiellement des parents blancs qui avaient le privilège de pouvoir faire du lobbying sur le gouvernement et de créer ces espaces de pression parce qu'ils étaient capables. Ils étaient capables aussi, ils pouvaient se permettre aussi de rester à la maison. Ils avaient les moyens financiers d'aller jusqu'à des niveaux comme la Cour suprême pour défendre leurs droits. Donc, et puis pas juste les ressources financières, mais les ressources en termes de temps, d'énergie, ça aussi, c'est important. Et puis, il y a cette idée de cet aspect aussi c'est-à-dire que pas tout le monde n'a la capacité de pousser aussi le plaidoyer et parce que ça demande énormément d'énergie. Pas tout le monde a cette énergie à investir. Puis l'autre aspect, c'est l'acceptabilité. Quand on parle d'inclusion, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes conscients de comment on est perçu dans la société, alors on ne veut pas parler pour un groupe ou même parler pour nous-mêmes si ça nous met en danger ou dans une situation de vulnérabilité. Donc, si l'enjeu, c'est la sécurité, ça aussi, il faut le considérer dans l'accessibilité. Et comme Ben le disait, l'accessibilité, c'est aussi un espace où les gens vont me permettre d'utiliser cet espace pour parler. Donc, si on a une salle de bain qui est, par exemple,
comment dire, qui prend en charge, en compte les problèmes sensoriels, c'est très bien. Mais ensuite, si ça ne tient pas compte de l'identité de genre, ça limite l'accessibilité de toute façon. Donc, encore une fois, l'intersectionnalité, c'est beaucoup plus que simplement des rampes d'accès. Communication aussi, communication, attitude, c'est des obstacles énormes. Et si on ne parle pas la langue des uns des autres, si on ne parle pas des langues communes et qu'on développe des préjugés, pardon, des biais vis-à-vis de certains groupes, on met en question l'accessibilité même au sein du groupe. Oui, quelqu'un avait levé la main? Je n'ai pas entendu le nom. Oui, allô? Hi, go ahead, Kumivi. If I've said your Kumivi, name correctly. si j'ai bien dit votre nom, allez-y, on vous écoute. You're back on mute, I Oui, think. allô? Hello. Là, on vous entend, allez-y. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Ayatou Komidi. J'interviens depuis le Togo, Afrique de l'Ouest, francophone. Très intéressé par ce webinaire qui nous permet de faire un peu le lien entre l'intersectionnalité et l'inclusion des personnes handicapées. Moi-même, je suis une personne handicapée visuelle. Je vois que le lien entre l'intersectionnalité et l'inclusion est très fort. Et souvent, on a l'impression que la société arrive à conclure rapidement sur la situation des personnes handicapées. C'est-à-dire, il y a une conclusion active. On n'expérimente pas avant de tirer une conclusion. Si bien que ça amène l'exclusion pour les personnes handicapées. Et je voudrais savoir avec les panélistes, la question du handicap en termes d'accessibilité est très vaste. Et selon vous, faut-il avoir les conditions d'accessibilité avant d'imaginer l'inclusion des personnes handicapées, ou est-ce qu'il y a un point d'accès pour l'inclusion des personnes handicapées avant d'envisager l'inclusion de façon holistique? Donc, c'est cette question que je voudrais soumettre aux panélistes pour avoir leur point de vue. Merci. Thank you. Go ahead, anyone on the panel. Merci. Je ne sais pas si l'un d'entre vous du panel veut réagir. Alors, c'est Elliot qui parle. Je pense que puisque beaucoup de ces conversations sont en cours déjà depuis longtemps avec plusieurs communautés, je pense qu'on ne part pas de zéro, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est possible de commencer à atteindre des niveaux minimums d'accessibilité et d'aller de l'avant avec un élargissement, disons, de cette accessibilité. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère d'avoir compris correctement la question. Voilà. Anybody else, Ben or Lisa? Ben ou Lisa, est-ce que vous voulez réagir? C'est Lisa? Enfin, je suis d'accord avec Elliot qu'on a un cadre qui est déjà présent, donc un cadre duquel partir. Ce n'est pas qu'on doit complètement déconstruire nos idées du handicap. On a un point de départ déjà. Surtout quand on ne reconnaît pas qu'il y a des personnes qui vivent en marge de la société, c'est là qu'on risque d'aller dans la mauvaise direction, parce que chacun d'entre nous est important, chacun compte.
Alors, il faut reconnaître d'abord qu'il y a des personnes qui subissent l'oppression et il faut qu'elles fassent partie de cette conversation-là pour que l'on pose ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être normal ou qu'est-ce que ça veut dire que d'être canadien? Qu'est-ce que ça veut dire que de participer à un processus de prise de décision? Donc, on a besoin de mécanismes, façons d'identifier ces personnes qui ont été auparavant exclues de ces conversations pour élargir notre perspective et rendre le cadre actuel plus accessible pour tout le monde, en fait. Si on déconstruit tout et on repart à zéro, on risque d'arriver à bâtir quelque chose qui va exclure certains groupes. Je suis contente que tu aies amené ça parce que c'est très important de se souvenir que c'est une démarche, un processus, ce n'est pas un événement là. Ça, c'est ancré dans la culture. La culture n'est pas statique. La culture est en mouvement, en apprentissage constant, en vue de bâtir une meilleure société. C'est la raison pour laquelle les cultures changent, évoluent et réagissent à des choses de nature très différente. Si, il y a une chose qu'on affronte tous, par exemple, c'est le changement climatique et le réchauffement planétaire. Et la façon dont ça nous affecte, en fait, ça a un impact sur tout le monde. Donc, il va y avoir des migrations des gens des régions côtières très bientôt. Ça a déjà commencé d'ailleurs, à partir de différentes régions du monde. On n'est pas prêt pour ça. On va tous se trouver face à des pressions énormes et ça va nous rattraper, tout ça. Donc, c'est important de les avoir, ces conversations-là, parce que en avançant dans notre travail, le travail que l'on fait autour de ces mouvements-là, en avançant dans notre travail, on se rend bien compte que ça change continuellement. Et je dois dire qu'avec le CCD, le travail sur les droits de la personne et la justice sociale, c'est vraiment un espace qui nous permet d'ouvrir ces conversations-là. Parce qu'on a fait beaucoup de travail sur l'accessibilité et on a, par exemple, travaillé sur Via Rail, sur les autos accessibles, les wagons accessibles. Mais comme vous disiez, l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est différent pour chacun d'entre nous. Et c'est différent dépendamment de la façon dont on appréhende cet espace autour de nous. Alors, même en gagnant cette bataille, en quelque sorte, on en perd d'autres parce qu'on passe à côté d'autres facettes de l'accessibilité. Alors, ces conversations sur l'intersectionnalité, c'est absolument critique parce qu'on ne veut pas aborder une seule, c'est-à-dire on ne veut pas poser un seul regard là-dessus, mais quand on fait par exemple du travail sur le plan juridique autour de ces enjeux, on veut s'assurer qu'on ne parle pas, c'est-à-dire qu'on n'émette pas juste une note, mais qu'on fonctionne vraiment de façon concertée, qu'on soit comme un orchestre avec toutes les notes qui jouent. Et ça, c'est très important. Et c'est un travail que l'on commence juste à faire au CCD après 47 ans. Alors, c'est encore en cours, on peut être fier du fait qu'on est encore là et qu'on travaille encore vers quelque chose qu'on ne sait pas encore définir, mais c'est important d'avoir ces discussions-là sur une base continue. On sait que en ayant ces discussions-là, on va progresser parce que c'est nos voix toutes ensemble qui se font entendre. Il n'y a personne qui va nous dire, nous imposer comment faire les choses. Et je voulais reconnaître également Henry
Davis, qui est là, Henriette Davis, je pense, donc, qui est là avec nous. Donc, merci, Henrietta. Et Just a final word or anything, Elliot, Lisa, and Ben. Elliot, Lisa, Ben, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Et je vous invite à dire quelques mots de clôture. Quand on parle de terrain commun et qu'on essaie d'évaluer différentes identités, de voir comment est-ce que l'on peut traduire cela en accessibilité, c'est toujours une question à la base de droit, la perspective des droits, s'assurer que ces droits inhérents en tant qu'être humain soient respectés. Et si une personne ne peut pas avoir accès, par exemple, à l'emploi, l'éducation, ou la stabilité financière ou les soins de santé, donc tous ces aspects-là, eh bien, si on n'y a pas accès, eh bien, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Ce n'est pas juste par rapport au handicap, mais par rapport à tous les groupes marginalisés pour différentes raisons, parce que c'est là qu'on trouve l'intersectionnalité, justement. Ben, quelques mots de la fin? Oui, comme vous disiez, lorsque l'on parle de droits de personnes en situation de handicap, justice, je pense que c'est le temps d'agir et de frapper, là, en quelque sorte. Donc, que l'on laisse de côté cette table, que l'on se libère de cette table et que, en tant que personne qui a plusieurs identités qui sont croisées, et c'est comme ça que je le vois. Elliot, I'm sorry, go ahead, Elliot. Allez-y, Elliot, désolé. La chose que je veux dire, c'est que ne restez pas bloqué sur l'idée qu'il faut être parfait. La perfection n'est pas atteignable. On peut travailler vers ça, mais parfois la perfection, ça nous bloque d'aller de l'avant avec tout ça et de se rencontrer où nous sommes et de respecter ceux et celles avec qui on construit des relations, et ça ne nous permet pas d'être qui nous sommes, mais de permettre aux autres qui ils sont. Donc, April, oui, merci Heather. Donc, dans le clavardage, il y a un lien vers le formulaire d'évaluation pour le webinaire. Donc, ce serait super si les participantes pourraient le remplir. Merci beaucoup. Et à vous, Heather. Merci, April. Donc, Alan, pouvez-vous envoyer la deuxième question de sondage? J'apprécie. Donc, tout le monde la voit. Si vous cliquez sur ça et répondre là en français. Donc, la question, c'est: après avoir assisté à ce séminaire sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout et 10 étant très grande connaissance, quel est à présent votre niveau de connaissance de l'intersectionnalité? J'aimerais remercier aussi les interprètes pour votre excellent travail et pour nous permettre, on peut tous entendre, voir et ressentir la façon dont les personnes partagent les informations. Vous interprétez pas seulement de façon mécanique. Nous apprécions vraiment la touche humaine que vous amenez à tout ça. Donc, on est à 65 je crois que c'est indiqué pour le sondage final. Je vais vous donner encore une minute. J'aimerais aussi remercier tout le monde qui s'est joint à nous pour ce webinaire et durant cette merveilleuse semaine. Comme j'ai dit plus tôt, ça devrait être une discussion quotidienne, toujours.
Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance envers nos panélistes, Lisa, Elliot et Ben, d'avoir partagé aujourd'hui et pour nous aider à avoir un sens de direction d'où on s'en va, pour nous éloigner d'une position de victimisation et de nous amener à un endroit plus confortable et plus sécuritaire. Parce que personne ne se sent entièrement en sécurité. Donc, ça a été une très bonne façon et une façon un peu plus sécuritaire de partager ce qu'on avait à partager. Donc, merci. Donc, je crois que les gens qui voulaient répondre ont répondu. Donc, je cède la parole à Elisabeth si vous avez peut-être quelque chose à dire pour conclure ce webinaire. Merci encore. Elizabeth, are you still there? Elisabeth, êtes-vous toujours là? Alan, you can end the poll. Alan, vous pouvez fermer le sondage. Merci.